Et nous commençons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié au monde de l'art et aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, comme tous les vendredis. Et on va regarder ensemble les actualités du monde de l'art cette semaine. Et on commence avec une histoire de port franc, la vente du port franc de Singapour. Exactement, c'est le marchand d'art suisse Yves Bouvier qui a vendu le port franc dont il est le propriétaire, le port franc de Singapour. Il l'a vendu auprès d'un homme d'affaires chinois qui a fait fortune dans la crypto qui s'appelle Jihan Wu, homme d'affaires de 36 ans. Et selon les informations de The Art Newspaper, la vente atteint un montant de 28,4 millions de dollars. Alors depuis de nombreuses années, Yves Bouvier possède des participations ou est le fondateur de plusieurs ports francs. Cependant, les infrastructures ne sont pas vraiment en bonne santé économique. Celui du Luxembourg, par exemple, qui a ouvert ses portes en 2014, est très largement endetté selon les informations de la presse luxembourgeoise. Et puis pour celui de Singapour, The Art Newspaper ajoute que la vente du port franc marque une perte importante pour Yves Bouvier car sa construction initiale de cette installation ultra moderne est estimée à 70 millions de dollars. Et donc maintenant, il reste à savoir quand même ce que va faire l'homme d'affaires chinois, ce mania de la crypto avec les ports francs, avec ce patrimoine immatériel. Oui, parce que je ne sais pas s'il y a besoin de ports francs pour des NFT par exemple. Voilà, on se posera la question. On se posera la question sur le plateau. Mais d'ailleurs, suivre. Sybille, un port franc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, quelles sont ses spécificités ? Alors un port franc, c'est une zone à l'intérieur de laquelle les marchandises transitent sans être soumises aux droits de douane, aux TVA d'importation ou encore des paiements de caution. Et donc au sein de ces entrepôts, les marchandises peuvent être manipulées, stockées, restaurées et tout cela s'effectue en suspension de TVA. Alors une œuvre d'art peut par exemple changer de propriétaire au sein de cet entrepôt et c'est seulement l'acquéreur final qui paiera les taxes dues en fonction du pays de destination. Donc tout ça au départ c'est pour faciliter les manipulations de marchandises, la gestion administrative dans un but de réexpédition. Bien sûr, le plus connu, c'est le port franc de Genève, détenu à 86% par le canton suisse. Et puis, ce port franc dispose de 150 000 m² et une estimation d'environ 1 million d'œuvres d'art y sont stockées. On revient sur les foires ou l'actualité des galeries. Sybille, Art Basel Miami Beach fête ses 20 ans, Sybille. Oui, et pour célébrer cet événement, la foire accueillera le plus grand nombre de galeries jamais accueillies par la foire. On parle de 283 galeries qui exposeront leurs œuvres, 26 nouveaux exposants donc, qui participeront pour la première fois à Art Basel Miami Beach. La majorité de ces galeries proviennent d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud et cette foire ouvrira ses portes début décembre, entre le 1er et le 3 décembre. Elle sera toujours séparée de différents secteurs, le secteur des galeries, un secteur pour les solo shows, le secteur Nova dédié aux œuvres les plus récentes et en parallèle de la foire, il y aura des collections privées qui seront aussi ouvertes au public. Et alors on reste sur les thématiques des galeries et aux États-Unis d'ailleurs toujours puisque l'Armory Show vient de se terminer, Sybille. Alors on parle déjà de la foire de décembre, mais effectivement, l'Armory Show vient tout juste de clôturer ses portes. Pour l'instant, on remarque que l'inflation et les actualités économiques ne semblent pas freiner les transactions. Cette année, la foire déjà a accueilli plus 90 exposants en plus que l'année dernière. Et puis, plusieurs acquisitions ont été faites. Le Centre Georges Pompidou a acquis une installation 3D de Wim Wenders qui s'appelle Presents the Art of Claudine Drey auprès de la galerie d'Arte Maggiore. À la fin de l'avant-première, le premier jour a été aussi vendu une sculpture de Ken Price pour 150 000 $. Une sculpture de Uma Baba a été vendue à 350 000 $ chez David Svirner. Un certain nombre de peintures de Von Spen ont aussi été vendues chez Almin Reich. Enfin, il y a une pièce d'Omar Ba qui a été vendue à la galerie Templon pour 200 000 $ et une série d'œuvres de Guillaume Bresson allant de 130 à 180 000 $ ont été vendus dans la galerie Nathalie Obadia. Et alors justement, dans l'actualité des galeries, Almin Reich, vous nous en avez parlé tout à l'heure, toujours aux États-Unis, a annoncé qu'elle ouvrait un second espace à New York. Oui, la galerie disposera dès 2023 d'un nouvel espace de 900 m² situé dans un bâtiment du quartier de Tribeca. La galeriste française a déjà ouvert plusieurs espaces, donc Paris, Bruxelles, Londres,
Upper East Side déjà à New York, mais là, elle se rapproche dans le quartier de Tribeca de certains grands noms comme Pace, David Zwirner et Andrew Krebs. Merci Sybille pour les actualités du monde de l'art cette semaine. Nous avons le plaisir de recevoir ensemble dans l'interview de l'art à la une Mathieu Poirier, commissaire d'exposition. Bonjour Mathieu Poirier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va essayer de comprendre ensemble comment faire vivre une collection d'entreprises. Pourquoi ? Parce qu'il y a une actualité en ce moment. Il y a une actualité, j'avais envie de faire un petit peu de teasing pour les gens qui nous écoutent, puisqu'on peut découvrir une collection d'une manière un peu différente de ce qu'on pourrait voir quand on va dans les musées. On peut aujourd'hui aller découvrir une collection à la Défense, celle de la Société Générale. Si je ne dis pas de bêtises, on peut les visiter jusqu'à quoi ? Janvier 2023 ? Oui, c'est ça, effectivement, fin janvier. Fin janvier 2023. Et vous avez accompagné la Société Générale dans la mise en avant d'une collection qu'ils ont créée avec le temps. Et ce qui nous intéressait aujourd'hui dans cette émission, c'est de comprendre comment est-ce qu'on pouvait valoriser et même peut-être faire vivre, en tout cas en la montrant au public, une collection d'entreprises. Alors comment ça s'est passé ? Le fait qu'on vienne vous chercher, vous, pour valoriser la collection de la Société Générale qu'on peut aujourd'hui visiter à la Défense. Alors écoutez, on est venu me chercher parce que justement j'étais spécialiste d'un domaine particulier qui est celui de l'art abstrait, de l'abstraction. C'est un sujet sur lequel j'ai fait ma thèse de doctorat à la Sorbonne, j'ai enseigné là-bas. Ça a toujours été un sujet récurrent chez moi et de fait une spécialité académique. Et donc j'ai fait plusieurs expositions sur le sujet. Des expositions thématiques et aussi des expositions monographiques sur les grands représentants de cette tendance. Bien sûr. Par exemple, la plus saillante est celle que j'ai pu faire en co-commissariat en 2013 qui s'appelait Dynamo au Grand Palais sur la lumière et le mouvement, mais qui était une exposition purement abstraite d'une certaine façon. Il n'y avait pas d'art figuratif, d'art narratif, de représentation, on va dire, mimétique. On était déjà dans un sujet parallèle. Donc, quelque part, quand la Société Générale vient me chercher, en tout cas Aurélie de Plus, la directrice de la collection d'art, vient me chercher, ils savent grosso modo que vous connaissez le sujet. Voilà, que c'est peut-être, il y a de fortes chances que je les emmène sur ce sujet-là. D'accord. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait, mais justement parce qu'il y avait de bonnes raisons de le faire. Mais je pourrais m'en expliquer. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails justement sur cette collection ? Est-ce qu'ils se sont spécialisés justement dans l'art contemporain ou est-ce qu'il y a un fil conducteur entre toutes les œuvres ? Parce que je crois que j'ai lu, il y en a 650 au moins œuvres. Alors en réalité, il y a près de 1500 œuvres, 1600, hein, parce que c'est difficile de dissocier une édition d'une œuvre unique. Voilà, donc mais dans l'ensemble, le corpus est assez conséquent. Et justement, mon idée, c'était non pas de faire une exposition d'art abstrait que l'on trouve en grande quantité finalement dans ces collections, pour la simple et bonne raison qu'au XXe siècle, comme cette œuvre d'Anne Neuenkamp que l'on voit à l'écran, c'est une modalité essentielle finalement de l'expression artistique. C'est un langage qui est aussi particulier au XXe et au XXIe siècle, qui n'existait pas avant cela. Il y a eu quelques annonces à droite à gauche, hein. On pense aux atmosphères extrêmement brumeuse de Turner, par exemple. Mais au fond, on n'est pas encore dans l'idée de l'art abstrait comme quelque chose de conceptualisé, de théorique, de précis, avec des gens comme Rodchenko, Malevich, Mondrian et autres qui vont poser les rudiments en fait, de ce langage qui va se développer tout au long du XXe siècle jusqu'à nos jours pour devenir un mode d'expression qui n'est plus questionnable, au fond. Hein. On est dans une logique évidente aujourd'hui. Plus personne ne questionne la validité d'un Rothko ou aujourd'hui d'une installation de la Forêt Eliasson. Mais comment vous avez travaillé avec l'entreprise vous avez toutes ces œuvres d'art devant vous. Comment vous faites pour sélectionner certaines œuvres pour qu'elles soient mises en avant auprès d'un public qui est quand même pas forcément initié à toutes ces œuvres d'art ? Bien sûr. Alors le public, il est tous azimuts. Hein. C'est pas forcément le public uniquement de la Société Générale, sachant que l'exposition est accessible à qui le souhaite. Il suffit juste de remplir une ligne sur la page web. Donc c'est vraiment pour tous les
public, mais effectivement, l'idée, c'était d'avoir un angle assez pédagogique, didactique, rappeler au fond ce qu'est cette histoire, qui n'est pas forcément une évidence pour tout le monde, et montrer aussi comment, dans la collection, en partant quelque part de Zaouki, que l'on voit à l'écran, ou jusqu'à Philippe de Crozat, qui est notamment nominé pour le prix Marcel Duchamp à venir, on montrait finalement la variété, la diversité des axes privilégiés par ce courant, la complexité des questionnements en fait qui ont été soulevés par tous ces artistes. Ça, c'était au fond, c'est ce qui a dirigé mes choix, c'est-à-dire montrer cette diversité, non pas faire une exposition sur un des sous-courants de l'abstraction. Je voulais d'une certaine manière montrer aussi bien ce qu'on a appelé l'abstraction lyrique avec un Zaouki ou un Pierre Soulages, que montrer le cinétisme d'un Antonio Assis, ou aussi bien les productions plus contemporaines d'artistes comme Giorgio Griffa, qui va commencer dans les années 70, ou alors encore plus récent, Anne de Jokamp, que nous avons vu, est plus jeune que moi encore. Donc on a vraiment un panel très vaste. Une question, Mathieu Poirier, quand on travaille avec une entreprise, c'est pas forcément la même chose que de travailler avec un musée. Ça se voit dans le fonctionnement ? En réalité, pas trop. On a finalement une collection qui est là, qui est fait exceptionnel, incroyablement bien cataloguée, traitée, conservée, un petit peu comme on l'a dans certains musées. Effectivement, certaines pièces que j'ai été un peu débusquées au fond des collections n'avaient pas été montrées parfois depuis quelques décennies. Il leur fallait un petit coup de restauration, mais comme dans n'importe quel musée, au fond, les œuvres d'art sont des objets tout est géré vivants. comme dans un musée, c'est vraiment géré de manière parallèle à la Société Générale. C'est dans la Société Générale, vraiment, c'est une section de la Société Générale, mais qui a cette immense qualité d'avoir poursuivi cette collection de façon très intense, avec un nombre d'œuvres conséquent, et surtout une gestion extrêmement solide, et surtout aucune œuvre n'a jamais été vendue de la collection d'art de la Société Générale. On n'est pas du tout dans... même si évidemment l'entreprise peut offrir ses services de conseil, la collection est aussi immuable et inaliénable. Elle n'est pas inaliénable. S'ils le veulent, ils peuvent les vendre, mais en réalité, ils ne l'ont jamais fait. Et je trouvais ça admirable de la part d'une collection privée, au fond, d'avoir des exigences qui étaient celles d'une collection publique, notamment dans les acquisitions, qui passent par le biais de comités formés de scientifiques, de spécialistes. Vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur les acquisitions ? Est-ce que vous savez comment ça fonctionne pour la Société Générale ? Est-ce qu'il y a vraiment un objectif de régulièrement s'approcher d'artistes, des récents artistes, pour toujours augmenter et avoir de nouvelles acquisitions et suivre l'histoire en fait de l'art ? Alors, ce que j'en ai compris, parce que finalement, mon travail au sein de cette... Oui, vous êtes un peu extérieur, mais ce que j'en ai compris, c'est que c'est un travail de prospection constant. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a surpris quand on m'a approché pour réaliser ces commissariats, c'est qu'ils avaient acquis énormément d'œuvres que j'avais pu, moi, montrer précédemment dans des expositions. Ça m'a surpris, j'en ignorais, n'étant pas le galeriste ou l'artiste lui-même. À vrai dire, une fois que j'avais fait l'exposition, l'œuvre retournait chez son prêteur, et quelque part... Bien sûr, oui, vous ne souciez pas de la suite de la vie de l'œuvre, bien sûr. Voilà, j'ai travaillé en tout avec près de 300 artistes aujourd'hui que j'ai exposés, sur lesquels j'ai écrit, donc je ne suivais pas tout. Et à ma grande surprise, je retrouvais telle ou telle œuvre qui avait été réalisée dans le cadre d'une collaboration intellectuelle avec tel ou tel artiste au sein des collections. Donc ça fait notamment partie des éléments qui, moi, m'ont motivé, au fond, pour accepter cette invitation. Oui. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a un suivi hyper précis de tout ce qui se fait dans le monde de l'art aujourd'hui. En fait, c'est ça. Je crois que c'est aussi lié au comité d'acquisition. Vous avez des gens extrêmement compétents qui vont, au fond, orchestrer tout cela et s'arranger pour refléter l'esprit du temps, aller chercher les artistes les plus pointus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu comme, c'est là que ça se recoupe avec mon propre travail. Il y a toujours une incidence, bien sûr, sur le marché. Quand on va vers des artistes dont la démarche est authentique, qu'elle est validée, qu'elle fait l'objet d'un consensus de la part d'un milieu professionnel, d'une certaine façon, il aura plus de chances de prospérer sur un plan institutionnel, muséal, historiographique, mais aussi évidemment marchand. Tout ça est lié.
C'est un cercle vertueux. Oui, c'est un cercle vertueux, voilà. Et ben on finira sur ce cercle vertueux. Merci beaucoup Mathieu Poirier, donc commissaire d'exposition, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, nous expliquer comment vous avez travaillé à la mise en valeur de cette collection Société Générale qu'on peut encore aller voir du coup à la Défense. Tout à fait. Merci également Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.